Allez, aujourd'hui, on va faire le débunkage de la déesse du glucose. Vous y croyez à ça? Il y a des déesses du glucose maintenant sur Internet. Ça, c'est du nom. Hein. Elle a trouvé ça toute seule. Ben, malgré son manque d'imagination pour s'inventer un nom, elle a eu de succès, elle est très riche. Elle y connaît rien, comme la plupart d'entre eux, mais ça marche. Bon, allez, on va lancer la première vidéo. Révolution et la méthode glucose goddess. Qu'est-ce que ça veut dire goddess? Je le sais, mais tous les mots anglais, j'essaie de les traduire pour que tout le monde puisse bien Alors, comprendre. goddess, ça veut dire déesse. Donc pourquoi La déesse du sucre. La déesse du sucre, ouais. Et je me suis appelée comme ça sur les réseaux, glucose goddess, la déesse du glucose, parce que tout simplement, je voulais un nom facile à écrire, à dire, à comprendre, un nom un petit peu amusant. Et comme mon sujet c'était le glucose, donc le taux de sucre dans le sang, j'ai voulu quelque chose qui commençait également par la lettre G pour faire une jolie sonorité. Donc glucose goddess. Voilà, glucose goddess. On sait pourquoi elle s'appelle comme ça. En gros, c'est parce que goddess, ça commence par un G. Ah, ben, ok, d'accord. Bon, ben, écoutez. Au début, ça devait être un plan marketing, mais c'est n'importe quoi. Donc, elle trouve ça rigolo. C'est génial. Alors, ça lui donne pas une compétence. Hein. Juste avant le Covid. Tu es biochimiste à la base? Biochimiste, exactement. Qu'est-ce que ça veut dire biochimiste? Écoute, ça veut dire qu'on apprend et on étudie le fonctionnement du corps, tout simplement. Comment nos cellules fonctionnent, comment l'énergie se propage dans le corps, comment ce que l'on mange devient de l'énergie de nos cellules. C'est la connaissance de la biologie du corps. Bon, alors, c'est pas ça. Alors, c'est étonnant parce que elle a fait des études de biochimie. Hein, j'ai été regarder quand même son pédigré. C'est étonnant. Elle sait pas définir la biochimie. La biochimie, c'est pas ce qu'elle a dit du tout là. C'est pas du tout ça. Pourquoi elle sait pas définir la biochimie? Ben, c'est pas qu'elle sait pas définir la biochimie, c'est qu'elle a envie d'en donner une définition qui lui donne une légitimité. Elle a envie d'avoir étudié quelque chose qui correspond à sa position d'experte dans le métabolisme du glucose, dans la physiologie. Donc elle dit, j'ai étudié la biochimie, c'est la compréhension du fonctionnement de l'organisme. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Ça s'appelle la physiologie. Ça s'appelle pas la biochimie. La biochimie, c'est beaucoup plus... Et ça s'occupe donc de la chimie, biochimie, la chimie du vivant, c'est-à-dire on s'occupe des réactions chimiques. Alors évidemment, on va les chercher dans les êtres vivants, ces réactions chimiques. Mais c'est pas parce qu'on étudie des réactions chimiques qu'on comprend le fonctionnement de l'organisme. Le fonctionnement de l'organisme, c'est une autre science qui s'appelle la physiologie. Éventuellement, la médecine. Là aussi, on étudie le fonctionnement dans son dysfonctionnement, finalement. Si on veut comprendre le dysfonctionnement, ben, il faut comprendre le fonctionnement. Mais la biochimie, c'est pas ça. La biochimie, c'est les études de molécules, etc. Alors, enfanter un monstre, la biochimie, ça s'appelle la biologie moléculaire. En gros, en biochimie, on étudie un petit peu toutes les réactions chimiques assez simples. La biologie moléculaire, en gros, c'est pour étudier les molécules, parce que ces molécules, elles ont un problème pour les étudier, c'est qu'elles sont énormes. Donc, on étudie l'ADN, les protéines, etc. C'est des molécules gigantesques. Et donc, on a fait un champ disciplinaire à part dans la biochimie qui a ses propres paradigmes. Le paradigme, c'est-à-dire le fonctionnement général, la culture, la façon de voir les problèmes, ça s'appelle un paradigme, cet ensemble-là de trois choses. Eh ben, il y a un paradigme pour la biologie moléculaire particulier parce que ces molécules énormes, elles ont quand même des particularités de fonctionnement. Il ne s'agit pas d'étudier comment le glucose, par exemple, va devenir du pyruvate avec des réactions chimiques. Ça, c'est de la biochimie. Voilà. C'est des réactions plutôt entre guillemets simples, même si dans le contexte, elles sont complexes parce que y en a plein en même temps et elles sont toutes dépendantes les unes des autres. Bon, ben du coup, voilà, elle a une tête de menteuse, celle-là, et elle commence par mentir. La biochimie, c'est pas ce qu'elle dit. Pourquoi elle dit ça? Parce que c'est pas son domaine, en gros, donc elle est boule. Elle n'a pas étudié ce qu'il fallait pour pouvoir justifier son autorité dans l'expertise de la glycémie, du fonctionnement du foie, tout ça, c'est pas de la biochimie. Tout ça, c'est de la physiologie, principalement. De la biologie même, dont elle parle, qui est encore plus large.
Désolé. Donc, tu as fait des études, mais ça t'a pas donné de quoi parler de ce que tu parles. Alors vous avez vu, hein. Oh là, elle monte ses livres en premier. Elle a deux choses à vendre, en gros, hein, voire trois. Ses livres. Voilà, quand même, elle a bien eu 1 million d'exemplaires de vendus. J'ai vu, c'est pas mal. Hein. Son livre qui est lamentable. Hein. D'accord, c'est grand public. Ça apporte rien, c'est parfois faux. Donc, qu'est-ce qu'elle a à vendre? Des livres, elle a à vendre un petit produit qu'elle a inventé. Alors, ça, la peau des fesses. Et tu m'as fait un cadeau quand t'es arrivé. C'est des compléments alimentaires, on peut dire ça comme ça? C'est tout à fait ça. C'est des produits. Tu m'as donné une petite boîte avec 60 capsules dedans et tu m'as dit si tu prends 2 petits cachets avant de manger des sushis, ça va te baisser de 40% ton pic de sucre. Absolument. Donc ça, c'est une formule que j'ai développée. Donc étant biochimiste, je lis beaucoup les études scientifiques sur le sujet. Et j'ai trouvé des molécules naturelles qui viennent des plantes qui ont un effet très intéressant sur le sucre. Donc quand on prend 2 capsules de anti-spike, anti-pic de glucose, ça réduit de 40% l'absorption du sucre par notre corps. Elle nous dit donc qu'elle vend un produit. Alors, elle a fait un cadeau. C'est vrai que c'est un cadeau, hein. C'est 50 balles, le petit flacon, là. 50 balles pour diminuer de 40% l'absorption de glucose. Alors, bon, je vous explique, là. 40%, ça veut dire quoi? Elle explique rien. En gros, ça voudrait dire, si on le prend comme ça, qu'il y a 60% qui resterait dans l'intestin. Alors, heureusement, ça ne doit pas être ça. De 60% qui resteraient dans l'intestin, qu'est-ce qui se passerait? Ça veut dire qu'ils sont pas absorbés, donc ils circulent dans l'intestin et ils finissent par arriver dans le côlon, à la fin de l'intestin, dans le gros intestin, après l'intestin grêle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dans ce gros intestin, vous avez des bactéries, une flore intestinale qu'on appelle maintenant d'un très mauvais nom que je n'utilise que très peu, c'est le microbiote. Alors c'est très à la mode, mais c'est complètement nul comme vocabulaire. Donc je préfère l'ancien mot, la flore intestinale, qui regroupe donc toute une flore, entre guillemets. Il n'y a pas de fleurs dedans, mais il y a des bactéries, il y a des champignons principalement, des unicellulaires, etc. Et cette flore qui vit en harmonie avec nous, en général, elle reçoit les déchets de la digestion. Donc ce qui est le plus dur à digérer. Vraiment les trucs les plus dégueulasses qu'on n'arrive pas à digérer. Et elle arrive à s'en occuper. Nous, on ne peut plus rien en faire, mais cette flore-là est adaptée à recevoir donc ces fibres alimentaires, ces produits insolubles, indigestes. Cette flore intestinale qui reçoit tout d'un coup du glucose. Les 60% qui n'auraient pas été absorbés, alors là, je vous dis pas, c'est la fête. Elles reçoivent du super carburant. Il y a un truc qu'elles n'ont pas l'habitude de recevoir. Hein. Vraiment, le truc génial pour les bactéries qui vivent dans un milieu aussi difficile d'habitude. Alors là, elles font la fête, elles appellent leurs copines, elles se multiplient. C'est la fête, hein. Donc on se reproduit. Elles commencent à faire du bruit, hein, on les entend. Ça fait des gros gargouillis et puis rapidement, ça finit en diarrhée. C'est le sommet de la fête. Et par évidemment des douleurs intestinales. Donc, je suppose que c'est pas ça. Cette petite gélule là, elle réduit non pas l'absorption, mais la vitesse d'absorption du glucose, et donc elle absorbe tout, mais de 40% moins vite. Alors, calculer ça, je vous dis pas, hein, c'est un petit peu compliqué ce genre de calcul, et c'est censé éviter l'arrivée massive du glucose dans le sang, de l'intestin vers le sang, qui forme un pic. C'est un nouveau truc, ça. Il y a un pic, c'est terrible, il y a un pic. Ça fait peur à tout le monde. Sur Internet, apparemment, tous les influenceurs complètement nuls en biologie vous parlent du pic de glucose. Ça, c'est très grave, le pic de glucose. Mais c'est normal. On a toujours, depuis des milliers d'années, fait des pics de glucose à chaque repas. Hein. Voilà, l'organisme, il est adapté à ça. Il reçoit plein de glucose. Il y a un pic. Il déclenche tout un tas de mécanismes pour absorber tout le glucose qui entre trop dans le sang. Alors, faut pas que ce pic soit trop grand, ça c'est autre chose. Faut pas qu'il se répète trop souvent dans la journée, c'est autre chose, etc. Mais qu'il n'y ait plus de pic, ça n'a aucun intérêt. C'est complètement naze. Donc, 50 balles que je vous conseille pas de dépenser. J'avais très envie de glace au chocolat à 20h45. Donc je vais dans mon congélateur, je vois une belle Häagen-Dazs au chocolat, je la sors, mon bébé est en train de dormir, je me mets devant mon ordinateur, j'ouvre le magnifique pot de chocolat et je prends 2 capsules d'anti-spike pour pouvoir manger ce sucre avec un peu moins d'impact sur ma santé. Et ça marche vraiment? Tu Bien le sûr. vois vraiment? Bien sûr, bien sûr. En fait, la façon dont ça marche principalement, c'est qu'il y a une substance dans ces compléments qui vient du mûrier blanc, des feuilles de mûrier blanc. Et cette substance, elle va interagir dans notre système digestif
Donc, si on écoute son exemple, il est assez terrible, parce que ça voudrait dire que on peut manger à n'importe quelle heure des glaces Häagen-Dazs en quantité. Il suffit de prendre 2 gélules, donc 2 euros, plus cher que la Häagen-Dazs presque, pour être en bonne santé, pour que ça fasse pas de mal, quoi. Donc, être déculpabilisé de manger des saloperies industrielles remplies de sucre, de mauvais gras, etc. Il n'y a rien de pire que ces glaces, on est d'accord. Ça pose un peu un problème quand même de faire comme ça. Donc, déculpabiliser les gens en leur donnant des pilules qui résolvent leurs problèmes, vous vous rendez compte? Ça m'énerve. C'est un truc qui va pas du tout. On est dans un gros souci éthique, d'éducation nutritionnelle. Au lieu de dire continuez de faire attention, vous pouvez manger une glace de temps en temps, mais attention, c'est grave. Non, mangez-en autant que vous voulez. Vous avez mes pilules, ça vous fera pas de pic de glucose. Ça vous fera du cholestérol dégueulasse dans le sang, ça fera une maladie métabolique parce qu'il y aura de toute façon trop de sucre qui rentre dans votre organisme. C'est pas grave, ça fera pas de pic. On est tranquille, ça fera pas de pic. Par contre, ça fera un pic de pognon dans la poche. Du pognon dans la poche pour la dame. Voilà ce qui l'intéresse. Et elle va juste tout simplement bloquer l'absorption de jusqu'à 40% du sucre qu'on mange. Vous voyez, elle redit encore, on bloque l'absorption. C'est pas ça. Hein. Si on bloque l'absorption, le glucose, il reste dans l'intestin, c'est une catastrophe, ça vous rend malade. Donc arrête de dire ça, elle diminue la vitesse d'absorption. Voilà, et aujourd'hui, Guillaume, la plupart d'entre nous, on mange trop de glucose. On donne trop de glucose à notre corps et on ne sait même pas qu'on est en train de le faire. Est-ce qu'il y a du bon et du mauvais glucose? Tu dis, il y a du glucose dans les fruits et du glucose dans les patates. Est-ce que c'est le même? C'est exactement le même glucose. Sauf que dans les choses sucrées, on n'a pas que du glucose, on a aussi autre chose. Donc c'est un mot un peu compliqué, mais ça s'appelle le fructose. Elle est dans son sujet, normalement. C'est de la biochimie, la définition des molécules du sucre. Ça devrait aller. Non, ça va pas. C'est le même glucose. Partout, sauf qu'en plus, de temps en temps, il y a du fructose. C'est ça qu'elle nous dit. C'est beau. Elle confond évidemment le sucre et ce qui est sucré. Alors ça, c'est un classique des influenceurs là-dessus. Ils n'utilisent pas le mot glucide. Ils utilisent le mot sucre à la place de glucide. Et sucré, ça ressemble à sucre. Donc, parfois, ils utilisent le mot sucre pour ce qui est sucré. Donc, ça entraîne une confusion au niveau de ce dont ils parlent. Mais non, le glucose de la patate, de quoi elle nous parle? Est-ce qu'il y a du bon et du mauvais glucose? Tu dis, il y a du glucose dans les fruits et du glucose dans les patates. Est-ce que c'est le même? C'est exactement le même glucose. Voilà, c'est exactement le même glucose dans les fruits, dans les patates. En gros, il n'y a pas de glucose dans les patates, hein, pratiquement pas. Il y a ce qu'on appelle de l'amidon, c'est un féculent. Là, vous connaissez ce terme, féculent, c'est tous les aliments qui contiennent beaucoup d'amidon, on les appelle des féculents. Alors, le truc, c'est que elle a pas tout à fait tort dans le sens où cet amidon, quand il est digéré, il ne libère que du glucose. Si vous digérez... le fructose, c'est un mot compliqué. Oui, c'est compliqué, le mot fructose, c'est compliqué, il nous dit le Tanguy. Et Germineau, ça nous parle des dangers du sucre. Alors, pas tout à fait, ça parle des dangers des influenceurs qui connaissent rien ici. Voilà, là c'est une chaîne, on parle des dangers des influenceurs qui disent n'importe quoi, soit qui font peur aux gens, soit qui leur donnent des très mauvais conseils pour leur santé. Si tu voulais savoir de quoi ça parle, je t'informe. Voilà. Du debunk, exactement. C'est en général, ma chaîne, c'est du debunk. C'est pas que du debunk. C'est un prétexte, on va dire, à faire des sortes de petites conférences sur certains sujets. Ce soir, c'est pas le cas. J'ai pas préparé de diapo, etc. Ce soir, c'est juste du debunk comme ça. Parce qu'on avait des problèmes. C'est notre deuxième live. Voilà, moi et mon fils. Au niveau moléculaire, les féculents contiennent de l'amidon. L'amidon, c'est des longues chaînes de glucose. Mais ça n'est pas du glucose. Dans les fruits, on trouve effectivement du glucose, mais on trouve aussi, comme elle dit, du fructose. C'est simple, hein, en fait, c'est que quand on a des molécules qui sont formées avec d'autres molécules, c'est pas les mêmes. Vous connaissez tous H2O. H2O, c'est facile. 2 hydrogènes, 1 oxygène. Mais l'eau, donc H2O, c'est de l'eau. C'est pas pareil que de l'hydrogène. Hein. Si vous mettez une allumette dans un tube à essai rempli d'hydrogène, ça explose.
vous mettez de l'oxygène pur dans un tube à essai, en imaginant, et puis vous éteignez comme ça, l'allumette, elle est encore rouge au bout, vous la remettez dans l'oxygène pur, elle s'enflamme. Maintenant, vous prenez votre allumette, vous la mettez dans l'eau, ça fait pas la même chose. Pourtant, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc, il y a des molécules qui sont faites avec soit des atomes dans le cas de l'eau, soit d'autres molécules qui s'assemblent, mais c'est quand même pas pareil. Alors évidemment, au niveau nutritionnel, avec 100 grammes d'amidon, on va avoir 100 grammes de glucose. Voilà, c'est pareil, sauf que si vous avalez 100 grammes de glucose, eh ben, il passe directement dans votre sang. C'est pas le problème. L'amidon, ça va devenir du glucose. Sauf que il faut une enzyme qu'on appelle l'amylase. Et ça sous-entend quoi? Que vous mangez de l'amidon, il y a une enzyme qui doit agir d'abord, peu à peu le glucose est libéré, et ensuite il peut être absorbé. C'est presque la même chose au niveau biochimique. C'est pas tout à fait la même chose quand même, hein. Quand on met de l'eau iodée dans l'amidon, elle devient bleuâtre, noire. Quand on met de l'eau iodée dans du glucose, elle reste jaune. Donc, c'est pas pareil. C'est pas la même molécule. Mais voilà, ça se ressemble. Sauf que au niveau physiologique, c'est pas pareil parce qu'il faut une enzyme, il faut une digestion dans un cas, alors que dans l'autre cas, ça passe directement. Pour les patates, alors on a un indice, c'est très intéressant ça, on a l'indice glycémique qui dit la vitesse de passage. Et effectivement, de l'amidon pur ou du pain blanc ou des patates cuites et recuites, ça passe pratiquement aussi vite que du glucose. Ça se ressemble beaucoup. Alors par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'elle nous dit c'est la même chose dans le fruit, sinon qu'il y a du fructose. Sauf que dans le fruit, il y a du fructose principalement sous une forme encore qui n'est pas du fructose, qui est du saccharose. Vous en avez entendu parler, c'est le sucre de table. Donc là, c'est sucré. C'est sucré, c'est du saccharose. Il faut une enzyme qui s'appelle la saccharase. Et ben là, ça se digère beaucoup moins vite que l'amidon. Et ça libère, pour une molécule de saccharose, vous avez une molécule de glucose et une molécule de fructose libérée. Donc moitié-moitié, 50-50. Mais enfin, si vous mangez du saccharose et si vous mangez du sirop de glucose-fructose, c'est la même chose, sauf que c'est pas pareil. Alors, qu'est-ce qu'une enzyme, on me demande? Ah, intéressant. Ah, ça, l'enzyme, c'est quelque chose de magnifique, de merveilleux, l'enzyme. L'enzyme, c'est ce qu'on appelle un catalyseur en chimie. Mais les enzymes, c'est des catalyseurs spéciaux que l'on a, nous, les êtres vivants, qu'il n'y a nulle part ailleurs. Donc, on pourrait dire que la vie, c'est en fait le fonctionnement des enzymes. Ce sont eux qui nous font vivre, les enzymes. Les enzymes, c'est quelque chose de merveilleux. C'est d'énormes molécules extrêmement compliquées qui permettent de faire des réactions chimiques qui ne se font pas sans elles. Et tout l'organisme ne fonctionne que grâce aux enzymes. Il y en a des milliers. Elles sont toutes très spécialisées. Elles font toutes une réaction particulière. Et elles sont tellement énormes qu'elles ont des domaines qui les régulent, etc. Donc, elles ont une action qui est plus ou moins vive, etc. Donc, les enzymes, c'est un thème magnifique. C'est pas le thème de la vidéo de ce soir, hein, mais puisque la question est posée, bon, je réponds. Hein. Donc, on va repartir sur notre déesse du glucose. Un résultat des courses, elle confond tout. Elle dit tout c'est pareil, mais rien n'est pareil. L'amidon, c'est l'amidon. Le glucose, c'est le glucose. Le saccharose, elle en parle même pas, mais c'est du saccharose, c'est pas du fructose. Il y a du fructose libre dans les fruits, il y a du glucose libre aussi. Qu'est-ce que ça apporte de dire tout ça? Je sais pas, on va voir où elle veut en venir. Sauf que dans les choses sucrées, on n'a pas que du glucose, on a aussi autre chose. Donc c'est un mot un peu compliqué, mais ça s'appelle le fructose. Et le fructose, c'est encore plus sucré que le glucose. Et ça, c'est pas bon pour le corps du tout. Et donc c'est pour ça que si tu as le choix entre une pomme de terre et une compote de pommes, la pomme de terre, elle contient que du glucose. La compote de pommes, elle est sucrée, donc elle contient glucose et fructose. Ça, c'est pire pour toi. Donc il vaut mieux manger la pomme de terre. Alors là, mais c'est du délire, mais total. Ça n'a aucun sens ce qu'elle vient de dire. C'est incroyable. Comment on peut inviter des gens comme ça sans rigoler? Ah, moi, je suis journaliste, elle me fait rire, et c'est pas sa coupe de cheveux qui me fait rire. Hein. La patate, elle contient que du glucose, les fruits ou les compotes de fruits contiennent d'autres choses, du coup, vaut mieux manger de la patate, c'est ça? Je sais même plus ce qu'elle a dit, tellement c'est con. Et fructose, ça c'est pire pour toi. Donc il vaut mieux manger la pomme de terre. Voilà, il vaut mieux manger la pomme de terre, parce qu'il y a que du glucose dedans. Complètement contradictoire. Si elle nous dit que le glucose, c'est ce qui fait remonter le pic, il n'y a que du glucose, donc ça n'a pas de sens.
D'ailleurs, dans la pomme de terre, déjà, il n'y a pas que du glucose, heureusement, parce que sinon, on n'aurait pas grand-chose à manger quand on mange les pommes de terre. On a quand même un peu de protéines dans la pomme de terre. On a quelques fibres, on a de l'eau, des minéraux, enfin, il y a tout un tas de choses. Et en plus de ça, le glucose, il est sous forme d'amidon, mais cet amidon, il est inclus dans des espèces de boules, petites boules, et c'est pas facile à digérer. Donc s'il est cuit, c'est plus facile, on explose les petites boules d'amidon. Mais s'il est pas cuit, c'est très dur à digérer. Patate pas cuite. Donc voilà, ça dépend du mode de cuisson. Patate bouillie, c'est vrai que là, ça va passer vite dans l'intestin, mais en fait, ça sera entouré de protéines, etc. Et elle compare ça avec de la compote de fruits, la compote de pommes. Ben, la compote de pommes, si je m'abuse, normalement, on ne va pas rajouter trop de sucre. C'est pas de la confiture quand même, peut-être qu'on en rajoute un petit peu. Et du coup, ça contient, la compote de pommes, du saccharose, du glucose, du fructose, etc. Et les fibres de la pomme, les vitamines, certaines vitamines de la pomme, celles qui sont pas sensibles à la chaleur. Et donc, elle en conclut que ça serait mieux de manger la patate, je sais pas pourquoi. Son raisonnement n'a aucun sens. Je ne vois pas pourquoi manger un truc qui serait composé selon elle que du glucose, que c'est pas vrai. Compote, où il y a des fibres, etc., ça serait moins bon. Je vois pas où elle va en venir, mais voilà, c'est tout faux. Petit Grégory, voilà, je sais pas. Ah oui, non, légende. Ah non, mais légende. Oui, légende, il invite un peu tout le monde, un peu n'importe qui. Des fois, il y a bons invités sur légende. Mais des fois, c'est nul, voilà. Mais elle, je l'ai pris sur légende, mais elle est invitée partout. Elle a fait les plus grands journaux. Et c'est la papesse, c'est pas la déesse, c'est la papesse du glucose. C'est un truc hallucinant. Si elle était que sur légende, ça serait moins grave. C'est pour ça que je débunk, parce que elle est considérée comme une super experte, elle a un super niveau, soi-disant. Mais pas du tout. Elle est naze. Voilà, là, j'essaie de vous montrer, à chaque fois qu'elle dit un truc, c'est naze. Parce que, alors, j'ai pris quelques bouts, mais vous le voyez en entier, c'est pareil. Donc il vaut mieux manger la pomme de terre. Toujours, il vaut mieux manger un féculent que quelque chose de sucré. Voilà, vaut mieux manger un féculent que quelque chose de sucré. Elle vient juste de dire avant que le glucose, c'est le même partout. Que dans le féculent, c'est du glucose pur. Que le glucose, c'est pas très bon. Il faut pas faire de pic. Elle a des pilules anti-glucose, anti-pic. Et finalement, quand ça contient autre chose que du glucose, faut pas en manger. Voilà, Germine, exactement. Elle, c'est la Didier Raoult du glucose. C'est tout à fait ça. C'est hallucinant, ce mec, il était connu bien avant la pandémie. Mais alors là, la pandémie est devenue fou. Ne nous mettons pas Raoult et sa secte ado, on risquerait d'avoir des problèmes. Si vous n'arrivez pas à perdre du poids, c'est par manque de volonté. Absolument pas. Parce que lorsqu'on est coincé sur des montagnes russes de glucose, donc par exemple, petit déjeuner, tartine de confiture, jus d'orange, bam, gros pic de glucose. Qu'est-ce qui se passe? 2 heures après, on a ce qui s'appelle une chute de glucose. Cette chute, elle va nous donner faim et elle va nous donner envie de manger plus de sucre. Donc du coup, il est 10 heures et on cherche un petit biscuit ou du sucre dans notre café. Et bam, on... Vous voyez, c'est ça l'idée de ce live et tout ça. Là, ça me donne l'occasion de parler d'un truc qui a été hyper à la mode. Je pense qu'on doit encore trouver des influenceurs qui parlent de ça. Donc, elle vous dit, on mange quelque chose d'un repas où il y a pas mal de glucides, pas que de glucose, évidemment, de glucides. Donc, par exemple, le petit déjeuner. C'est toujours cet exemple-là qu'ils donnent. Et donc, alors, selon eux, on mange un petit déjeuner, ça fait monter le glucose dans le sang. Ça, c'est vrai, jusque-là, ça va. Et ensuite, évidemment, le glucose redescend. Et puis, quand il redescend, on nous dit 2 heures après, alors là, le temps, c'est pas tout à fait ça, c'est pas grave. Donc, ça redescend, et du coup, là, elle nous dit, on a faim. Il y en a d'autres qui vous disent, on se sent mal, on est en hypoglycémie, on n'a plus de glucose dans le sang. Alors, avant, ça va bien. Avant, ça va bien. Il n'a pas mangé de glucose, par exemple, toute la nuit, là, ça fait 12 heures qu'il mange pas de glucose, donc on peut dire que la glycémie à jeun, c'est une des mesures que l'on fait, justement, parce que normalement, si vous n'avez pas de diabète et tout ça, la glycémie à jeun, là, ça va. Vous vous réveillez, tout va bien, machin. Après, vous mangez. Bon, là, ça a l'air d'aller encore. Vous avez une hyperglycémie, ok. Mais après, hop, ça retombe. Et là, voilà. Là, non, là, ça va plus.
ça revient à la normale. En plus, il a des réserves de glucose, donc il peut gérer parfaitement. Dès qu'il n'y en a pas assez, il en remet. Dès qu'il y en a trop, il en enlève. C'est ça, c'est comme ça que ça marche exactement. C'est Claude Bernard qui a inventé ce concept qu'on appelle l'homéostasie, des taux normaux, et que l'organisme, il est toujours en train de réguler pour revenir au taux normal. Donc le taux normal de glucose, c'est à peu près 1 gramme par litre de sang. Si on passe à 1,5, il va prendre du glucose du sang. Si on passe à 0,8, il va remettre du glucose du sang. Bon, voilà, l'équilibre, exactement, l'équilibre, c'est ça. Et il cherche toujours un équilibre pour ses cellules, pour qu'elles soient bien dans un bon environnement. On appelle le milieu intérieur, c'est très important comme concept de Claude Bernard aussi. Donc c'est des vieux concepts, du 19e siècle. Hein. Le truc, c'est que ça vient toujours de publications scientifiques mal comprises. Leur histoire, leur mode et tout ça, ça vient souvent d'une publication ou de publications qu'on n'a pas bien compris, qu'on fait n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Parfois, il y a effectivement un pic de glucose qui entraîne une hypoglycémie réactionnelle. Ça existe, la hypoglycémie réactionnelle, mais c'est rare. C'est chez des gens qui vont pas bien, ou alors c'est pour des excès de bouffe, l'hypoglycémie réactionnelle, effectivement, là, vous tombez en hypoglycémie, vous connaissez sûrement ce terme, on est presque à tomber dans les pommes, en tout cas, on se sent pas très bien, on est fatigué, etc. Mais ça, c'est pas normal. C'est quelqu'un qui est malade, ou qui a fait un excès gigantesque, il y a quelque chose qui va pas. Dans un cas normal, vous prenez un repas où il y a du glucose, petit déjeuner, on met beaucoup de glucose, ça va être 70 grammes, vous voyez. On peut en manger 350 grammes dans la journée, donc ça va, on a de quoi absorber le glucose, que je sache. Ben non. Tout le monde, selon eux, tout le monde ferait de l'hypoglycémie réactionnelle. J'ai même vu un influenceur que je vous passerai prochainement parce que celui-là, il m'énerve particulièrement ces derniers temps. Il était pas mal avant, mais là, il dit n'importe quoi. Et lui, il dit, j'étais dans une école. Alors, dans son CV, c'est, je m'occupe de la diététique dans les écoles. Et j'ai vu à 10 heures des enfants qui allaient pas bien, qui avaient en gros une hypoglycémie, quoi. Ils vont pas bien, ils sont énervés, etc. C'était mon métier longtemps, m'occuper des enfants à cette heure-là. Et je peux vous dire que c'est vrai. Sauf que c'est pas l'hypoglycémie réactionnelle, c'est pas ça non, c'est le contraire. C'est qu'ils ont une hypoglycémie parce qu'ils n'ont pas pris de petit déjeuner. Il y a trop d'enfants, le pourcentage varie selon les 30-50% des enfants qui ne prennent pas de petit déjeuner. Et chez les autres qui prennent des petits déjeuners, c'est souvent des petits déjeuners insuffisants. Et vous imaginez un enfant qui fait du sport, par exemple le soir, après les cours, et il a un petit repas du soir, il va se coucher, le lendemain, il a beau manger un petit déjeuner, il peut être en hypoglycémie, parce qu'il n'a pas assez mangé de sucre. C'est pas qu'il en a trop mangé, comme ils nous disent là. Donc ne croyez pas que si vous mangez un déjeuner normal, avec du sucre, avec des glucides normaux, vous allez avoir, alors, soit une hypoglycémie réactionnelle à 10 heures du matin, une fringale, comme elle vous dira, ou alors il y en a qui disent, après un gros repas, vous avez une baisse d'énergie, c'est parce que vous êtes en hypoglycémie. Alors, c'est pas du tout ça, on sait pourquoi c'est fait, hein, je vous le dirai une autre fois. Après un bon repas de midi, à 2 heures de l'après-midi, on est fatigué, parce qu'il faut digérer. Il y a une consommation d'énergie pour digérer. Et c'est l'occasion de parler de ce mythe qui ferait que tout le monde serait anormaux, et tout le monde aurait un problème d'hyperglycémie réactionnelle. Cette chute, elle va nous donner faim et elle va nous donner envie de manger plus de sucre. Donc du coup, il est 10 heures et on cherche un petit biscuit ou du sucre dans notre café. Et bam, on remonte la montagne russe et on redescend. Alors là, on mange un petit biscuit, on remonte la montagne russe. Et il y a combien de sucre dans ces petits biscuits? Elle a des petits biscuits avec du concentré de sucre dedans, je vous l'ai dit. Elle monte, attention, hein. C'est pas de la rigolade, là, ça monte. Petit biscuit, tu aimes un sucre dans le café, une hyperglycémie, tout de suite. Non mais... En yo-yo, quoi. En yo-yo. Parce qu'en fait, quand notre glucose chute, ça active une partie du cerveau qui dit « Guillaume, trouve du sucre à manger, va manger du sucre. » C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que quand on est en hypoglycémie, le cerveau dit il faut aller manger. On a faim. D'ailleurs, la réaction, c'est qu'il y a une contraction spontanée des muscles de l'estomac qui fait qu'on sent que ça fait mal, parce que les muscles se contractent, il n'y a rien dedans. Parce qu'on a faim. Alors, elle dit avec des mots bizarres. On a faim quand on n'a pas de sucre dans le sang. Mais enfin, où va donc, selon elle,
tout le glucose qu'on a mangé qui a formé ce pic. C'est ça qui est assez étrange dans son discours. Où va ce glucose? On mange, on fait un pic, puis après ça baisse, et après, selon elle, ça baisse tellement qu'on a besoin de remanger. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de faire de réserve, quoi. On mange, on utilise et tout dans le sang, on l'utilise en fait pour elle. Hallucinant, le corps, il est fait exactement à l'envers de ce qu'elle dit là. C'est le contraire. C'est-à-dire que on fait un pic et qu'est-ce qui se passe? Évidemment, de l'insuline qui va être libérée par le pancréas, qui va obliger toutes les cellules du corps, mais en particulier celles du foie et des muscles, à prendre le glucose du sang. Parce qu'il y en a trop. Donc on le fait baisser. C'est l'homéostasie, c'est Claude Bernard. Et ben quand ça baisse, ce sucre, il est passé dans les cellules. Il n'a pas disparu. Hein. Et en fait, si ça baisse trop, comme elle le dit là, c'est pas qu'on va chercher à manger. Enfin, on n'a pas faim toutes les 10 minutes. On n'a pas faim toutes les 2 heures. Le problème dans le truc est bizarre. Elle a faim toutes les 2 heures. Elle mange et elle a faim. En général, on a faim quand on mange pas. Alors, l'hypoglycémie est-il le seul signal de la faim? Je vais répondre, je finis là-dessus. On prend le glucose, il rentre dans les cellules. Et qu'est-ce qu'il devient? Il devient une sorte d'amidon dont on parlait animal. Ça s'appelle le glycogène. C'est pareil que l'amidon, c'est que du glucose. 1000 glucoses, comme ça fait une molécule. Ça sert de réserve. En général, pour vous dire, on a à peu près 8 heures de réserve dans le foie. Parce que la réserve dans les muscles est particulière, elle peut être utilisée par les muscles. C'est logique, puisque les muscles, ils utilisent beaucoup d'énergie. Donc c'est logique qu'il y ait une réserve sur place. Mais pour le sang et pour le reste des organes, la réserve, c'est le foie. Donc le foie, il met sous forme de glycogène et après, il relibère, dès qu'il y en a besoin, le glucose dans le sang. Donc on n'a pas faim. On n'a pas faim tant qu'on a des réserves de glucose dans le foie, on n'a pas faim. Donc c'est n'importe quoi, son histoire. Je comprends pas comment cette personne peut avoir un tel... que personne, il n'y a pas un journaliste qui lui a fait fermer sa bouche en lui disant mais c'est nul. Et ça se dit spécialiste. Ouais. Moi je me dis pas spécialiste, moi je vous dis comment ça fonctionne le corps. Ouais, c'est pas de la spécialité, hein. Je vous parle des Claude Bernard au 19e siècle, je vous parle de spécialité. Alors, l'hypoglycémie est-il le seul signal de la faim? C'est intéressant comme question parce que voilà, ça permet de... C'est quelqu'un qui me lit là, qui veut comprendre ce qui se passe, c'est intéressant. Alors, l'hypoglycémie va déclencher la faim. Quand on est en hypoglycémie, on va avoir faim. Pas tout le temps d'ailleurs. Quand on fait des jeûnes, par exemple, l'hypoglycémie peut durer et la faim s'arrête. Heureusement, les gens qui font du jeûne, ils n'ont pas une faim permanente, ce serait trop dur. En gros, d'après ce que j'ai lu, là, des gens qui font du jeûne, ça dure 20 minutes, la sensation de faim. Oui. Mais alors que l'hypoglycémie, elle continue pendant des heures ou des jours, ça dépend de leur jeûne, vous voyez. Donc, oui, l'hypoglycémie peut déclencher la sensation de faim, pas en permanence, pas tout le temps, et pas à chaque fois. Voilà. Dire c'est le seul signal de la faim, non, c'est la faim qui est un signal, en fait. La faim est un signal. Donc, c'est un peu à l'envers. Il y a l'hypoglycémie et la faim, c'est un signal qui vous dit que vous êtes en hypoglycémie. La sensation de faim, voilà, ça vous dit que vous êtes en hypoglycémie. Cette sensation de faim, elle peut être parfois confondue avec l'envie de manger. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a des envies de manger qui sont dues à la sensation de faim, mais si vous passez devant une pâtisserie, vous avez beau pas avoir faim, tout d'un coup, vous avez envie de manger. Donc, ça se confond, ça se ressemble. C'est pas la même, pas toujours l'hypoglycémie, effectivement, qui déclenche la faim, qui est un signal comme quoi on doit manger. Absence de contre-expertise, je vois Germinou qui me dit ça, ben oui, mais quand même, il faut pas un niveau. Là, je vous parle quand même. Le discours que je vous tiens, c'est le programme de première spécialité et terminale d'un lycée. On est avant le bac, là. Le bac, non, c'est pas non plus super diplôme. Donc, il n'y a pas un journaliste qui a ce niveau-là. Alors, je veux bien, elle a été invitée, évidemment, dans Elle, dans Paris Match, dans n'importe quoi, les trucs qui n'ont rien à voir avec la science. Mais quand même, punaise, les journalistes, je sais pas, moi, je suis journaliste, je connais rien. Je vais demander à un pote qui connaît un peu de biologie, je dis, mais t'en penses quoi, là, de Miss Glucose, là?
C'est quand même pas dur à faire. Et le gars, il va lui dire la même chose que moi, parce que même s'il a juste une licence, ça lui suffira pour vous dire exactement la même chose sur ce que c'est que le glucose, l'amidon, je sais plus, la faim, on va parler, quoi. Donc, c'est quand même étonnant que les journalistes jouent ce rôle de propagateur de merde. On fait la propagande de mauvaises connaissances, on induit les gens en erreur, on leur apporte rien au niveau scientifique, on les enfonce à force de propagande pour vendre des petites pilules à 50 euros. Voilà, c'est ça le but, quoi. Alors, elle vend des livres et des petites pilules à 50 euros. Et donc ça, c'est pas une question de volonté. C'est littéralement un processus ancestral dans notre cerveau qui nous force à aller chercher du sucre. Et donc, c'est pas du tout une question de volonté. C'est souvent une question de petit déjeuner. Sur l'histoire de la volonté. La volonté, c'est quand même un truc un peu ennuyeux parce que, évidemment, elle va pas dire que c'est une question de volonté. Parce que ça culpabilise les gens. Et culpabiliser les gens, ça fait pas vendre. Dès que vous faites quelque chose de négatif, vous vendez moins. Donc, il faut toujours être dans le positif, pour vendre. C'est une question de volonté ou pas de trop manger, ou de pas pouvoir s'empêcher de trop manger. C'est une très grande question. C'est extrêmement compliqué. Les nutritionnistes sont face à quelque chose de compliqué. Évidemment que pour faire un régime, pour lutter contre l'obésité, etc., il faut de la volonté. On va pas se le cacher. Il faut de la volonté. Mais c'est pas par absence de volonté qu'on est obèse. Voilà, on est obèse pour plein d'autres raisons, pour plein d'autres facteurs. Même, voyez, je vais vous dire un truc complètement éloigné. On est obèse parce que on est d'un milieu défavorisé. Rien à voir avec la volonté. Vous voyez, c'est une autre analyse. L'analyse sociologique nous montre que quand, comme en France, on a 10-15% d'obésité dans le pays, dans les milieux défavorisés, il y en a 30, 35%, 40% d'obésité dans les fameuses cités, chez les méchants, là-bas. Les cités sont gros. Et oui, ouais. Alors évidemment, on va pas dire que la France est séparée en deux. Ceux qui ont de la volonté sont en dehors des cités, ceux qui n'ont pas de volonté sont dans la cité. Ça n'a aucun sens. Voilà, il y a plein d'autres facteurs. Donc, quand elle dit c'est une histoire de selon la volonté, c'est vrai et c'est faux. On doit admirer la volonté de personnes qui sont en surpoids de maigrir. S'ils y arrivent, on peut les admirer. Parce qu'il faut beaucoup de volonté. Par contre, évidemment, culpabiliser les gens en disant « mais si t'es gros, c'est ta faute », ça, c'est trop exagéré. Il y a beaucoup d'autres facteurs que l'histoire de volonté. Là. Il y a plein d'autres choses. Et puis, on peut avoir la volonté, soit être capable d'avoir de la volonté, et puis pas avoir envie de faire un régime. C'est deux choses différentes. Il faut déjà décider de faire le régime. Et c'est là que la volonté rentre en compte. Mais voilà, la plupart des gens maigrissent et grossissent parce que pas l'idée de faire un régime, c'est tout. Pas une histoire de volonté. Voilà, donc facteurs politiques, économiques, sociaux, culturels, bien évidemment, tout ça, ça rentre en compte. Une astuce. Et dans mon premier livre, j'en ai mis 10. J'ai mis 10 conseils qui sont très simples, qui nous permettent à tous de réduire notre pic de glucose pour aller mieux. Et ce sont des conseils qui ne demandent pas d'argent, qui ne sont pas très compliqués et qui viennent de données scientifiques. Donc, on en a parlé d'un qui était de manger les légumes en premier lorsqu'on mange un repas. Quand c'est facile, hein. Oui. Quand c'est facile. Bon, alors on sait que l'ordre dans lequel on mange, ça a une importance. Enfin, c'est une importance extrêmement faible. Donc ce conseil-là, en gros, n'est peut-être pas mauvais, mais alors il sert pas grand-chose non plus. C'est pas parce que vous avez mangé des légumes au début du repas que ça va vous solutionner vos problèmes de je sais pas quoi d'ailleurs. Alors, pic de glucose parce qu'on mange des fibres au départ, ouais, peut-être. Tout dépend de quoi est composé le repas. Donc, si elle nous le dit pas, si j'ai par exemple dans un repas des légumes, des pâtes et de la viande, c'est un repas plutôt équilibré. Oui, est-ce que en mangeant, ça va se voir, les légumes en premier, les pâtes arrivent ensuite, elles seront absorbées, elles auront un indice glycémique qui va un petit peu baisser, mais si on les fait pas cuire, les pâtes par exemple, moins vous faites cuire les pâtes, plus vous baissez l'indice glycémique. Donc, alors si on devait comparer l'effet des légumes verts au début, avant les pâtes, par rapport à des pâtes que j'aurais moins cuit ou plus cuit, à mon avis, ça se voit déjà même pas la différence. Donc voilà, c'est un conseil très important, 1 million d'exemplaires vendus.
très très simple, qui a un gros impact sur la santé. Donc par exemple aujourd'hui, si ce soir tu te dis ok je vais manger les légumes en premier lors de mon dîner, normalement tu vas vraiment sentir un effet sur comment tu te sens après le dîner, comment tu dors. N'importe quoi. N'importe quoi. Si tu manges, dans un certain sens, tu vas sentir l'effet, mais pour sentir l'effet, il faut être un animal, je sais pas, quelque chose qui ressent à l'intérieur ce que l'on a à l'intérieur. Enfin, personne ressent d'effet en changeant la position des légumes. Ça, je peux vous l'assurer, vous pouvez essayer. Manger un soir avec légumes d'abord, un soir sans avec légumes après les pâtes, et vous allez avoir aucune sensation différente. Mais ce qui est intéressant, c'est que ceux qui la regardent, justement, là, ils vont avoir des sensations, voyez. Donc, en fait, ce qui crée les sensations, c'est pas tant l'ordre des aliments, c'est elle. Parce que, ben voilà, on est influencé parce que, faut voir, hein, elle a de millions de followers. Enfin, c'est énorme. C'est une secte gigantesque, hein, la déesse glucose. Votre déesse vous dit que ça va vous faire ça, vous le sentez. C'est le classique de tous les gourous du monde, de faire sentir des choses qui sentent même pas. Hein. J'ai encore récemment vu l'ostéopathie. Alors, voilà, dans la formation, ils doivent sentir les os de la tête, les articulations des os de la tête qui bougent. Alors que ça bouge pas du tout. Mais tous, ils le sentent. Et comme ils se regardent entre eux, ils voient les autres qu'ils sentent, ils disent qu'ils le sentent. Et comme ils disent qu'ils le sentent, les autres le sentent. Enfin, tout le monde le sent. Alors qu'il n'y a pas un os de la tête qui bouge. Voilà les formations à l'ostéopathie. Mais c'est pareil. Donc elle va influencer effectivement la sensation des gens, ce qui ne sert strictement à rien pour la santé. Concept, c'est formidable parce que ça regarde les ingrédients. Est-ce que c'est très transformé? Est-ce que c'est très riche en sucre? Est-ce que c'est très riche en fibres, en protéines, en graisses? Donc, je pense que c'est super, mais aujourd'hui, c'est vrai que ça peut être un peu détourné. C'est-à-dire que, comme tu dis, il y a certaines marques qui vont obséder sur le Nutri-Score et du coup, faire des produits. Ah non, là, elle parle du Nutri-Score. Ah, ça, c'est intéressant. Le Nutri-Score, c'est quelque chose, ça énerve tout le monde. Ah, le Nutri-Score, ça énerve tout le monde sur les réseaux. Hein. Alors, ça énerve les industriels, principalement, qui lancent leurs chiens de garde sur les réseaux pour défendre le fait que ce Nutri-Score les emmerde, mais qu'il faut d'abord le déboîter au niveau scientifique et autres. Qu'est-ce que c'est le Nutri-Score? Ben, c'est quand même un bon score. Un bon score dans le sens où ça a amélioré le comportement alimentaire des gens. Voilà. Les études le montrent. Quand on regarde avant Nutri-Score et après qu'a été mis en place le Nutri-Score, eh ben, on voit que ça améliore un peu l'alimentation des gens. Donc, déjà, pour moi, ça me suffit. Moi, ça me suffit. Hein. Du moment que les gens s'alimentent mieux, je vais pas aller démonter quelque chose dans le détail qui va ci, qui va là. Bon, ça c'est pas bien. Ça veut pas dire que je vais pas dire qu'il faut pas l'améliorer. Mais pour l'améliorer, c'est quelque chose de positif. On dit c'est bon et on doit en plus l'améliorer. On dit pas c'est nul et il faut le remplacer par un truc qui marche bien. Et surtout l'enlever pour que les industriels puissent vendre leur bouffe de merde à tout le monde. Et que tout le monde l'achète. Donc le Nutri-Score, déjà, c'est quelque chose que, vous avez vu, elle aime pas trop. Et ça peut être quelque chose de bien, mais bon, quand même, ça m'emmerde. C'est sûr que si on fait le Nutri-Score de ces pilules à la noix, là, ça va pas être bon. Certaines marques qui vont obséder sur le Nutri-Score et du coup, faire des produits très complexes, très transformés. Et après, il y a un produit comme le saumon fumé, qui en fait est très bon pour la santé, mais comme il est un peu riche en graisse, il va avoir un Nutri-Score D, alors qu'une céréale du matin, qui est pas bonne pour la santé, va réussir à avoir un Nutri-Score A. Alors là, c'est quand même fort. Le saumon, qui est très bon pour la santé, va avoir un Nutri-Score D. Le seul saumon qui a un Nutri-Score D, c'est le saumon fumé. Déjà, elle fait pas la différence. Le saumon frais, il a un Nutri-Score A. Et elle nous dit, il est très bon pour la santé parce qu'il a des graisses. Il est Nutri-Score D, donc elle parle du saumon fumé. Mais je sais pas, moi, quand même, quand vous voyez saumon fumé, vous voyez dans un rayon, saumon fumé D et saumon frais A, ça vous choque? J'espère que non. Ça paraît normal que le saumon qui est frais, qui est pas transformé, ait un score A. On pourra revenir sur le saumon frais. Il devrait peut-être pas être A pour d'autres raisons. Voilà. Franchement, c'est normal que du poisson frais ait un meilleur score que du poisson fumé. Enfin, fumer des choses, déjà par nature, ça rajoute des éléments chimiques dans le poisson qui viennent dans ces fumées-là, qui sont pas forcément bonnes pour la santé. Mais c'est même pas ça. Il est D, vous savez pourquoi il est D? Parce qu'il y a trop de sel.
Et ça fait pas longtemps qu'on a rajouté l'idée qu'il faut baisser aussi le sel et que du coup, les produits trop salés, ils auront un Nutri-Score un peu moins bon. Je vois pas en quoi c'est choquant. Qu'est-ce qu'elle a, la déesse là? Qu'est-ce qui la choque? Qu'on dise que le sel, c'est pas bon pour la santé, elle s'occupe du sucre. Alors peut-être qu'elle sait pas, elle connaît pas le sel. C'est possible. Quand même, quoi. Et alors, les céréales. Alors, vous regardez les paquets de Nutri-Score, les paquets de céréales, vous regardez le Nutri-Score, c'est pas vrai ce que dit. Il y a des céréales. Les céréales, ça va de A à E. Les céréales du petit déjeuner. Il y a plein de Nutri-Score différents. Parce qu'il y a des bons mélanges, qu'il y a des moins bons mélanges et qu'il y a des très mauvais mélanges de céréales du matin. Si les céréales du matin sont remplies de sucre avec des trucs gras et des céréales transformées complètement, bah, elles vont avoir un mauvais Nutri-Score. Si elles sont faites à partir de produits séchés, dans des conditions correctes, avec des vitamines qui sont préservées, etc., elles peuvent très bien être là. Pourquoi pas, en fait? Ça veut rien dire, son discours de top, là. De Nutri-Score, il est quand même, globalement, ils ont réfléchi avant de mettre un score aux aliments. Bon, voilà. Et s'il y a trop de sucre, on met un mauvais Nutri-Score. S'il n'y en a pas du tout, il faut montrer aux gens que c'est mieux d'acheter certaines céréales que d'autres. Donc, on différencie les scores. Son argument, là, il est pas bon. Je sais pas qu'est-ce qu'elle veut défendre avec ça. Qu'est-ce qu'elle a à défendre en essayant de montrer que le Nutri-Score est mauvais avec des exemples dont elle ne connaît même pas le Nutri-Score des aliments dont elle parle. C'est affreux. Hein. Donc, c'est bien, mais Faut pas se fier qu'à ça. je pense que c'est un très bon indicateur. Par exemple, si tu compares 2 boîtes de céréales, il vaut mieux prendre celle qui a le Nutri-Score A que C. Mais si tu compares du saumon fumé à des céréales, si tu compares, tu vas pas dans la même catégorie, je pense que ça peut être un peu moins fiable. Oui, elle croit qu'on met un mauvais score au saumon fumé à cause du gras. Ben, qu'elle aille voir le saumon frais. Le saumon frais, il a le même gras que le saumon fumé, une quantité de gras, et on lui met un bon score. En plus, c'est des oméga 3 dans le saumon, c'est des oméga 3 à chaîne longue. Donc, le gras du saumon, il est excellent. Donc, on va pas mettre un mauvais Nutri-Score si on a des oméga 3 dans un aliment. Alors, quantité, enfin, c'est ridicule. Alors, le grande manie des influenceurs, c'est de critiquer ce qui est officiellement bon. Voilà. Ce qui est officiellement établi. Si on dit pendant des années que le lait est bon, alors il faut dire que le lait est mauvais. Comme ça, on fait des vues, on fait du buzz, on fait des trucs. Ouais, on a dit que le lait était mauvais, hein, si, on l'a dit pendant 10 ans, on a dit le lait, les produits laitiers sont mauvais pour la santé. Alors ils trouvaient tout, hein, le calcium ça allait plus, hyper riche en calcium, les protéines du lait ça allait plus, les lipides du lait ça allait plus, il fallait du lait demi-écrémé, du lait écrémé, on a eu tout. Pour finalement que les scientifiques en aient marre, pondent des articles supplémentaires sur les bienfaits du lait, remettre le lait à son niveau. Enfin, c'est pas un aliment magique, c'est juste un aliment qui vous permet, si vous n'en mangez que ça pendant 2 ans, de multiplier par 2 ou 3 votre poids quand vous êtes un organisme le plus faible et le plus sensible qui existe, un bébé. Vous connaissez bébé? Ils ne boivent que du lait. Ah ouais. Ouais, le bébé, il boit que du lait. Et il peut, grâce à ne boire que du lait, c'est le seul aliment qui peut faire ça. Bon, évidemment, c'est du lait de vache, etc. Il y a des limites à ce que je dis à cause de ça. C'est du lait de vache en plus souvent industriel, on va dire, entre guillemets, la mauvaise agriculture, ok. Il y a des limites. Mais enfin, quand même, s'il y a un aliment qui est pas trop mauvais, c'est bien le lait, quoi. Je veux dire, faut arrêter. Je veux bien qu'on le critique parce que c'est du lait de vache, parce qu'il y a trop de ci, il y a trop de ça. Ok, bon, mais de là à faire du lait bashing pendant des années, c'est débile. Il vaut quand même mieux manger du lait. Les enfants, là, le petit déjeuner, vaut mieux qu'ils aient du lait que du Coca-Cola, quoi. Enfin, je sais pas. Donc voilà, ça c'est un exemple. Il y en a plein comme ça. Les gras, les glucides, le cholestérol, machin, tout ça, ça a été des modes de bashing. Et après, on oublie, on passe au nouveau bashing parce qu'on est scientifique, on dit autre chose. Et que du coup, on peut plus les contredire. C'est évident. Les mecs, quand même, de la musculation, c'est ce qu'ils prennent, des protéines de lait. Ah ouais. Ils supplémentent avec des protéines de lait. Alors, c'est quand même pas anodin. On peut pas dire que ces gens-là sont en mauvaise santé vu leur physique.
Même si après, s'ils prennent d'autres choses, ça c'est un autre problème. Hein. Je parle de ceux qui font ça naturellement, avec du whey. Le concept, c'est formidable, parce que ça regarde les ingrédients, est-ce que c'est très transformé, est-ce que c'est très riche en sucre, est-ce que c'est très riche en fibres, en protéines, en graisses. Donc je pense que c'est super, mais aujourd'hui c'est vrai que ça peut être un peu détourné. C'est-à-dire que comme tu dis, il y a certaines marques qui vont obséder sur le Nutri-Score et du coup faire des produits... Elle a fait du bashing et puis c'est tout. Elle ne sait pas trop où elle en est, elle ferait mieux défendre le Nutri-Score, ça serait plus simple pour elle, franchement. Les pics de glucose, tu dis quand vous mangez, dans tes livres, tu l'expliques très bien, tu dis vous pouvez faire des choses assez simples. Tu parles même à un moment donné d'un bol de riz, je crois, et tu dis si vous faites un peu d'exercice avant ou après, il y aura une vraie différence. Et tu disais de faire le test d'ailleurs, tu dis si vous avez un test glycémique sur vous, vous allez marcher 10 minutes, vous allez voir la différence. Ouais. Ah, alors ça, c'est son grand truc. J'ai éliminé les parties où elle en parle. Elle utilise les petits testeurs de glycémie, là, qui sont normalement réservés aux diabétiques. Elle fait la promotion de l'utilisation. J'en ai vu l'été dernier, je suis revenu en France. À la plage, j'ai utilisé tous leurs petits trucs de glycémie, là, complètement barjots, quoi. N'importe quoi, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous allez voir votre glycémie varier normalement. Ça sert qu'à vous faire peur. Vous allez voir des pics. Ah putain, je suis en pic. Ben, je me sens mal. Ah bah oui, elle m'a dit qu'il fallait, quand on était mal à ce moment-là, enfin, c'est n'importe quoi ce truc. Laissez donc votre glycémie tranquille. Vous testez votre glycémie à jeun tous les 6 mois dans une analyse de sang pour voir si vous avez le diabète. Ok, mais jour le jour, ça sert à rien. C'est complètement dingue ça. C'est pour les gens qui ont vraiment besoin de s'injecter de l'insuline dès qu'ils font un pic. C'est pas. Elle promeut l'utilisation là de ces tests. C'est n'importe quoi, et du coup, même, il commence à manquer pour les gens qui en ont besoin. Bon, ouais. Tu disais de faire le test d'ailleurs, tu dis si vous avez un test glycémique sur vous, vous allez marcher 10 minutes, vous allez voir la différence. Ouais. Mais tu te souviens de ça, là, les petits doigts on qui bouge les doigts. Okay. Ouais. Bah, en fait, dès qu'on utilise un de nos muscles, notre muscle a besoin de glucose. Et le premier endroit où ce muscle va essayer de trouver du glucose, c'est dans notre sang. Donc si on vient de manger... Eh bien non, c'est pas le premier endroit. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le muscle, il a ses propres réserves de glucose. Donc, on peut courir 30 minutes à jeun sans être en hypoglycémie parce que le glucose du muscle va suffire à produire de l'énergie pour le muscle. Donc, déjà, c'est faux. Alors, c'est faux et c'est vrai. Alors, ça, c'est marrant parce que elle fait de la pub contre son produit, là. On montre très facilement que si vous voulez, et c'est pas mauvais pour les gens qui commencent à avoir un problème métabolique, avoir la maladie métabolique, avoir vraiment un problème au niveau de la régulation du sucre par le foie, etc., les graisses, eux, il vaut mieux qu'ils aient pas de pic glycémique, parce que eux, ils commencent à être malades. Et du coup, eh bien, on peut réduire facilement la glycémie de n'importe quel repas sans prendre ces pilules à 50 €. Il suffit d'aller marcher. Vous mangez votre repas, vous vous levez de table, c'est le classique en plus. Alors moi je suis d'une génération, quand j'étais petit, il y avait des repas de famille qui duraient sempiternel jusqu'à 3 heures de l'après-midi, là. Et à 3 heures, tout le monde était gavé, se levait de table et on allait marcher dans le quartier en discutant. Voilà, c'était le mode, on allait marcher. Ben, marcher, ça suffit pour réduire l'absorption, le pic glycémique, parce que effectivement, la marche permet de consommer un petit peu du sucre, donc ça réduit le sucre qui arrive dans le sang, ben, il est consommé un petit peu tout de suite, et ça réduit un peu. Donc, elle a pas tort. L'activité physique, quelle qu'elle soit, c'est pour ça que l'histoire du petit déjeuner, là, c'est complètement naze, parce qu'en général, les gens, ils prennent le petit déjeuner et après, ils vont pas s'asseoir devant la télé. Ils prennent le petit déjeuner, ils vont bosser. Donc, en général, ils prennent le petit déjeuner, ils se lèvent, ils sont debout, ils vont dans leur voiture, ils conduisent, hop, ils remarchent dans le parking, ils vont monter un escalier, ils vont aller dans leur bureau, dans leur travail, n'importe quoi. Donc, ils sont actifs. Donc, l'histoire de pic après le petit déjeuner, ça sert à rien, parce qu'en général, ça se passe très bien. Il n'y a même pas de pic. Donc, pas besoin de pilules à la noix, là, pour manger des glaces, ça touche pas, quoi. On peut utiliser nos muscles à notre avantage. Et donc, un truc que j'adore faire, pour tous ceux qui sont au bureau la journée,
qui sont assis à un bureau. Ça s'appelle les pompes des mollets. Regarde Guillaume, fais comme moi. Donc là, tu mets tes pieds à plat par terre et tu montes sur tes pointes de pied et tu redescends. Voilà, tu fais les pompes des mollets, ok? Ouais. Et ça, c'est un moyen très efficace de réduire ton pic de glucose parce que le muscle du mollet est très 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 bon à absorber le glucose de ton sang. Comme les cuisses, je crois que les cuisses, c'est le Les muscle cuisses, c'est pas mal aussi. qui consomme le plus d'énergie. si je dis Absolument, pas de parce que c'est le bêtises. plus gros muscle. Donc en fait, manger en faisant des squats. C'est à croire que ces gens ne comprennent rien à la biologie pour dire des trucs aussi nazes. Le muscle, il va prendre du sucre s'il consomme de l'énergie. S'il consomme pas d'énergie, il va pas prendre de sucre. S'il consomme un petit peu d'énergie, il va consommer un tout petit peu de sucre. Comment on sait qu'on consomme de l'énergie? Un moyen très simple, vous mesurez votre rythme cardiaque. Un moyen encore plus simple, vous regardez votre respiration. Si vous n'êtes pas un petit peu essoufflé, si votre rythme cardiaque n'augmente pas un petit peu, ça veut dire que l'énergie que vous consommez en faisant un mouvement, elle est extrêmement faible et que du coup, vous avez pratiquement observé rien du tout du glucose du sang. Donc, alors, son exercice complètement débile, là, des pompes du mollet, alors, n'importe quoi, là, combien de calories de sucre va consommer un exercice pareil? Et un autre, Alouche, la dernière fois, là, je vous ai montré Alouche. Alors lui, son exercice, c'est de faire ça. Ah ouais. Parce que là, il y a le triceps. Et le triceps, bizarrement, c'est un muscle qui utilise beaucoup le glucose du sang. Donc on fait ça. Sauf que ça, le triceps, oui, il marche. Il n'y a pas il faut mettre une haltère, là. Sinon, ça marche pas. Vous êtes ça que vous avez absorbé du sucre. Du sucre pour faire quoi? Faire un mouvement qui ne consomme pratiquement pas d'énergie. À quoi il sert le sucre? Alors, c'est nul. Les conseils nullissimes. Voilà. Marcher, ça consomme de l'énergie. Je vous ai dit, marcher, là, oui, vous consommez de l'énergie. En gros, vous êtes à 60, 70 selon votre condition sportive. Quand vous êtes assis, fréquence cardiaque 60-70, vous allez marcher, vous êtes à 80-85. Vous faites ça, vous pouvez regarder votre croissance, votre rythme cardiaque, il va pas bouger, hein, il va rien se passer du tout. Hein. Et l'autre, avec ses pompes de mollet, quoi. Non, mais ridicule. Pas de quoi. Non, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire, une fois qu'on a mangé, dans l'heure et demie qui suit, on a une bonne fenêtre pendant laquelle faire un peu de mouvement, ça peut aider notre corps à mieux gérer le glucose qui arrive. Donc par exemple, ranger son salon, ranger Bon voilà, on va finir sur un bon conseil. Voilà, si vous vous levez, si vous avez une activité, vous êtes debout, vous marchez, vous rangez des trucs, etc., là, oui, là, c'est autre chose que les pompes. Les pompes du mollet. Les pompes du mollet, c'est 0 de chez 0. Là, oui, là, vous commencez à avoir une activité qui vous permet de consommer un peu de sucre. Ça va faire baisser un petit peu le taux. Si vous avez mangé un petit déjeuner avec 50 grammes de glucides, oui, là, vous verrez la différence entre si vous bougez ou pas. On finit là-dessus. Alors, on va finir sur un bon conseil. Bougez après manger. Ça vous fera du bien. Voilà, bougez tout le temps. Ça vous fera du bien aussi. Faites du sport, faites de l'activité physique. C'est la première. Et ça, je crois que je vais le répéter à chaque fois pour finir. Voilà, je vais répéter ça pour finir les vidéos à chaque fois. C'est la première chose à faire. Bougez, 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 bougez. Après, vous pouvez améliorer votre alimentation, etc. C'est quelques pourcentages de gagner au niveau du risque cardiovasculaire. Bouger, c'est des dizaines de pourcents de gagner au niveau du risque cardiovasculaire. Donc, bougez. Faut bouger le plus possible dans la journée. Il faut consommer des calories. Faut pas déclencher la sédentarité dont on reparlera. Ça, c'est le meilleur conseil. Voilà, écoutez, je vais vous dire au revoir. Je ne sais pas s'il m'écoute. En tout cas, c'était bien agréable ce petit moment. On s'est bien marré quand même à écouter ces conneries là. Mais bon, j'espère que ça vous intéresse et que vous apprenez des choses sur la biologie de l'organisme. La biologie humaine, c'est un domaine quand même qui est passionnant. Allez, à bientôt. Au revoir.